Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, plein de choses. On va parler de BlackRock, on va parler du Bitcoin, de la façon dont le monde financier prend possession des crypto-monnaies, mais on va aussi parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT et de la façon dont les États commencent à regarder ça de très très près. Ça devient hyper stratégique. On va aussi parler d'une stratégie de finance décentralisée à la fin. Comme je le fais à chaque fois, on va attaquer directement avec BlackRock. Ici, vous le voyez, donc BlackRock, qui est un gros gestionnaire d'actifs, le plus gros fonds d'investissement, a déposé auprès du gendarme de la bourse américaine, la fameuse SEC, une demande de ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Exchange Traded Fund, et c'est un produit financier, c'est comme une action et qu'on achète et qui nous expose au prix du Bitcoin. En fait, l'intérêt de ça, c'est ça vous évite d'acheter du Bitcoin, mais malgré tout de pouvoir profiter de la hausse du Bitcoin. En fait, les gens, les institutions notamment, refusent d'acheter directement du Bitcoin parce qu'il faut à ce moment-là avoir un compte sur un exchange crypto, parfois même avoir un wallet. Et donc, ça implique une connaissance, ça implique une régulation qui pour l'instant n'est pas stabilisée. Donc, les entreprises préfèrent acheter un ETF qui est un instrument financier comme une action cotée en bourse et ça les expose au prix du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin monte, à ce moment-là, leur ETF monte et ils font une plus-value. Mais si le Bitcoin descend, l'ETF descend évidemment. Mais bon, maintenant, le Bitcoin est vraiment installé dans le paysage financier. Tout le monde estime que maintenant, il va prendre de la valeur. Et donc, ça permet d'exposer son portefeuille à de la valeur et de faire des bénéfices 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4. Ça, l'avenir nous le dira. Donc, BlackRock a déposé cette demande il y a quelques jours auprès de la SEC. Et c'est une demande d'ETF Bitcoin. Et vous voyez que BlackRock est rejoint par beaucoup d'autres fonds d'investissement. Donc, ça y est, la course est partie. Vous avez Fidelity, vous avez Ark Invest, vous en avez plein, Vanguard, etc., qui demandent eux aussi à avoir leur ETF Bitcoin. Pourquoi? Parce que la demande va être énorme. En tout cas, les prévisions de demande vont être énormes. Ça veut dire que le Bitcoin s'installe vraiment maintenant dans le paysage financier. Et puisque le Bitcoin s'installe, les crypto-monnaies dans leur ensemble s'installent et deviennent une nouvelle classe d'actifs. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est un retournement incroyable puisqu'il y a encore juste 2-3 mois, le gendarme de la bourse, la SEC, tapait vraiment de toute sa force sur les crypto-monnaies. On pensait vraiment qu'ils n'en voulaient pas de la crypto-monnaie. En fait, ils sont en train de dégager les acteurs traditionnels de la crypto pour faire venir les gros acteurs financiers dans la crypto. C'est vraiment un hold-up, je dirais, sur tout un secteur. Et maintenant, c'est vraiment clair. Et ils n'ont même pas attendu quelques semaines pour le montrer à tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, cet ETF Bitcoin, que on attend avec grande impatience parce que ça va amener énormément de liquidités, énormément d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. Donc ça, c'est concernant BlackRock. Il faut savoir que BlackRock, regardez, je vous ai trouvé ici des informations. Donc dans BlackRock, il y a 3500 fonds d'investissement différents. BlackRock est actionnaire, vous voyez, actionnaire de plusieurs milliers d'entreprises dans le monde entier. Rien qu'en France, dans le CAC 40, BlackRock est, je crois, actionnaire de la plupart des entreprises du CAC 40, et BlackRock est actionnaire avec des capitaux très importants dans Apple. BlackRock possède plus de 5% d'Apple. Alors 5% d'Apple, ça vous rappelle, c'est 170 milliards de dollars. Il possède aussi 5% de Microsoft, plus de 2% d'Amazon, 2% d'Alphabet, Nvidia aussi. On va reparler d'Nvidia, restez avec moi. Au fait, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, comme ça m'encourage et je ferai d'autres vidéos comme ça. Ils sont au capital de Tesla, de Meta, de Facebook, etc., etc. Donc vraiment, BlackRock, c'est absolument gigantesque comme fonds d'investissement. Et on dit même que c'est BlackRock qui fait Wall Street. C'est même plus les institutions, la SEC, le gendarme de la bourse. Non, c'est BlackRock qui décide. Donc quand BlackRock va dans les cryptos, vous pouvez être certain que les cryptos sont là pour durer. BlackRock, par ailleurs, s'est associé avec Coinbase pour la conservation des crypto-monnaies. Donc BlackRock a effectivement l'intention d'en acheter de la crypto et de la confier à Coinbase, qui est un exchange crypto, donc un échangeur de crypto-monnaies qui est coté au Nasdaq. Alors vous voyez comme ça va vraiment très vite. Coinbase, je vous le rappelle, est toujours sous le coup d'un procès par le gendarme, par la SEC, le gendarme de la bourse, qui demande à Coinbase de clarifier sa position sur des crypto-monnaies, etc. Donc c'est un procès que l'on va suivre aussi. Mais vous voyez qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Il y a à la fois les cryptos qui sont attaqués, mais en même temps les grosses institutions qui veulent de la crypto. Et qui s'associe avec Coinbase. Tout ça est vraiment très, très perturbant et on sent bien qu'il y a un renveloppement, mais que cette année va être une année décisive
pour décider dans quel sens vont aller les cryptos et le secteur des cryptos. Autre donnée absolument dingue, c'est, vous voyez Jérôme Powell ici, qu'on voit ici, Jérôme Powell, c'est qui? C'est le patron de la Federal Reserve. La Federal Reserve américaine, c'est la banque centrale américaine. Et il dit que Bitcoin a une staying power, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de s'installer comme une classe d'actifs à part entière. Donc oui, merci Jérôme, ça maintenant on l'avait bien compris, tout le monde l'a compris. Mais en tout cas, Jérôme Powell le dit haut et fort, ces gens-là, Jérôme Powell, que ce soit Larry Fink, le patron de BlackRock, le fameux, tous ces gens-là, il y a encore un an, crachaient sur les cryptos en disant que ça n'avait aucun intérêt, que c'était des instruments de mafieux, que ça alimentait le terrorisme, en fait, bref. Tout un ramassis d'idées reçues que l'on entend tout le temps. Mais maintenant, tout a changé là. En un mois, BlackRock, Jérôme Powell et les autres, et beaucoup de députés américains, commencent à vanter les mérites de la crypto-monnaie. C'est vraiment assez dingue ce qui se passe. Et alors, encore plus dingue aussi, pareil, depuis quelques jours maintenant, Crédit Agricole veut devenir PSAN, c'est-à-dire veut s'installer comme un gestionnaire d'actifs numériques, donc de crypto-monnaie. La Deutsche Bank aurait déposé une demande de licence aussi pour la garde d'actifs numériques auprès de la BaFin. Donc c'est vraiment spectaculaire, on le voit bien, les banques traditionnelles veulent s'installer dans le monde crypto, veulent proposer de la crypto-monnaie à leurs clients. Ils ne veulent pas voir la compétition, la concurrence des exchanges traditionnels comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase. C'est pour ça qu'ils mettent la pression notamment sur Binance qui se fait attaquer dans tous les pays européens quasiment pour dégager, déguerpir et laisser la place nette aux banques. Mais je pense que Binance ne va pas se laisser faire, les exchanges ne vont pas se laisser faire non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à suivre de près. Je vous donnerai des infos régulièrement sur ce qui se passe. Alors, sur ce qui se passe aussi sur le Cash Plus. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ça s'appelle, le Cash Plus, c'est le projet de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est Christine Lagarde qui pilote la Banque Centrale. Le Cash Plus, c'est quoi? C'est un crypto-euro. Voilà, un crypto-euro digital. Donc déjà, c'est pas clair. Et en fait, ce projet-là, vous voyez, c'est l'idée de remplacer le cash par du cash numérique. Mais déjà, les articles sont très critiques. Ici, c'est un article évidemment critique. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des limites de 3 000 € pour votre wallet crypto-euro. On ne sait pas sur quelle blockchain, on ne sait même pas si ce sera vraiment une blockchain. On ne sait pas comment ça va être technologiquement produit, ce cash numérique. En fait, ce qui se passe, je vais vous le dire, les banques centrales sont terrifiées par l'arrivée du Bitcoin et d'Ethereum, je dirais des deux plus grosses crypto-monnaies, parce qu'ils pensent que les gens, à raison, utiliseront dans les années qui viennent, ça va plusieurs années, peut-être 3, 4, 5 ans, commenceront à utiliser progressivement les cryptos. Et ça concurrence directement les systèmes de paiement traditionnels. Et le paiement traditionnel, les Visa, les banques, les Mastercard et autres, les Swift, génèrent une quantité astronomique d'argent. C'est une industrie colossale. Donc ces gens-là ont peur de ça et ils ne savent plus comment faire. Ils ont essayé d'interdire Bitcoin pendant 8 ans, ils n'y sont pas arrivés, ils n'y arriveront jamais. Donc ils se disent la seule façon, c'est de concurrencer les crypto-monnaies en produisant notre propre crypto-monnaie. Mais évidemment, elle sera ultra centralisée et elle n'aura plus aucun intérêt. Donc je pense que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, ils prennent le mauvais chemin et tant mieux pour nous parce que ce type de crypto-monnaie de banque centrale porte un nom, ça s'appelle une monnaie numérique de banque centrale, une MNBC. Et ça, je vais en parler beaucoup parce qu'il va y avoir beaucoup d'actualité là-dessus. Tous les grands pays travaillent sur une monnaie numérique de banque centrale et c'est à la fois l'espoir que la crypto s'installe, mais aussi une crainte pour les citoyens d'intervention assez dure dans la vie privée. Parce qu'évidemment, ce cash digital, ce crypto-euro, c'est ce qu'on appelle de l'argent programmable. Les États pourraient tout à fait décider de désactiver vos crypto-euros dans votre wallet directement pour plein de raisons. Si vous n'êtes pas content, si vous manifestez, etc. Bon, j'y reviendrai. Vous voyez qu'une news intéressante. Ici, on est sur la Slovaquie, la République de Slovaquie, qui, elle, fait directement intervenir le Parlement pour installer le cash comme un droit constitutionnel. Vous voyez que ces gens-là ont peur des MNBC. Ils ont peur du crypto-euro en disant si le crypto-euro remplace le cash papier, alors on votera contre. On est contre. On veut que le cash, c'est-à-dire les bons vieux billets d'euros, la monnaie fiduciaire, reste comme droit constitutionnel, que les citoyens puissent toujours payer en cash. Donc ça, c'est une nouvelle qui est très forte. Personnellement, moi, ça me satisfait. Moi, je veux absolument qu'il y ait du cash.
faut bien comprendre que ce que les gens ne comprennent pas chez les crypto-addicts que je suis, et ils pensent qu'on veut remplacer le système traditionnel par de la crypto. Mais pas du tout. On souhaite qu'au moins il y ait le choix pour les citoyens, un choix de système classique, comme il est aujourd'hui, et on veut qu'il y ait le choix vers un système crypto, beaucoup plus décentralisé. Je pense qu'à l'avenir, il n'est pas exclu, il n'est pas incroyable de se dire dans un magasin, on pourra nous proposer de payer en euros, normalement, mais aussi en crypto, avec un wallet directement, avec un QR code sur le téléphone du commerçant. Je pense que c'est un bon système et je pense que ça fera prendre conscience aux gens que le système financier n'est pas figé, qu'on n'est pas condamné à avoir un système contrôlé par une banque centrale. Et je pense que ça, c'est bien. Parce que quand on rentre dans la crypto, on commence à comprendre les phénomènes monétaires. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Qu'est-ce que c'est qu'un système de paiement? Qu'est-ce que c'est qu'une banque? Est-ce que c'est vraiment mon argent? Etc. etc. Donc, tout ça là, sont des bonnes nouvelles pour moi. Autre chose, maintenant, on passe à l'intelligence artificielle. Alors, il se passe des choses incroyables sur l'IA. Ici, vous avez une news en anglais. Donc, les États-Unis veulent empêcher maintenant la Chine, et notamment les firmes chinoises d'intelligence artificielle, d'acheter des puces électroniques produites aux États-Unis, et notamment celle d'une entreprise qui s'appelle NVIDIA. NVIDIA, je pense que vous en avez entendu parler, c'est une boîte qui est ici, qui fabrique des puces à très haute performance, typiquement pour l'intelligence artificielle, pour le machine learning. Donc, vous savez, les fameux LLM, les Language Learning Machines, donc ChatGPT, par exemple, fonctionne comme ça. ChatGPT, au début, on lui a donné de l'information, mais après, il va apprendre tout seul. Et pour apprendre tout seul, il faut qu'il ait une grosse performance de calcul, donc des puces électroniques très performantes. Et c'est NVIDIA qui est un des leaders dans ce domaine. L'action en bourse, depuis 6 mois d'NVIDIA, a littéralement explosé avec l'arrivée de ChatGPT. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que le patron d'NVIDIA est ici. Le patron d'NVIDIA, je vous l'ai retrouvé sur Wikipédia, il s'appelle Jensen Huang. Il est d'origine chinoise, il est né aux États-Unis, donc il est américain, mais il est évidemment d'origine chinoise. Et je trouve que l'ironie de l'affaire, c'est que c'est donc un Chinois d'origine qui dirige NVIDIA, mais qui est aux États-Unis, et les États-Unis empêcheront NVIDIA de vendre des puces aux Chinois. Bon voilà, vous voyez comme le monde est en train de se complexifier, de se globaliser à outrance, et que c'est vraiment les entreprises qui vont être au cœur, je pense, de la géopolitique qui vient. Et la nouvelle géopolitique, ça va être les crypto-monnaies et l'intelligence artificielle, n'en doutez absolument pas. Alors, toujours concernant ChatGPT, je vous ai trouvé ici un site qui a fait travailler ChatGPT dans le monde de la finance. Et là, ça va nous intéresser parce que, bien sûr, ChatGPT, on le sait, peut vous écrire des textes, des posts, peut vous aider dans votre brainstorming, on peut faire beaucoup de choses, et aussi dans la finance. Donc ici, regardez bien, on a demandé à ChatGPT depuis 80 jours, pendant 80 jours, de construire son propre portefeuille financier, son fonds d'investissement, et on l'a comparé avec les grands fonds d'investissement les plus importants en Angleterre, dans le UK ici. Eh bien, rendez-vous compte qu'en 80 jours, les fonds d'investissement anglais ont fait 1% de performance en 80 jours, et le fonds de ChatGPT, plus de 8% de performance. C'est absolument incroyable, c'est vraiment spectaculaire. On a même ici le détail, donc vous voyez, tout est libre d'accès, c'est sur le site finder.com. Ici, ce sont les actions qui ont été choisies par ChatGPT. Alors bien sûr, vous avez des actions très connues, Nestlé, Amazon, Meta, etc. Mais il les a choisies de façon à faire la meilleure performance en 80 jours. Ce qui est assez étonnant parce qu'avec des grandes actions que l'on connaît, vous voyez, on retrouve ici NVIDIA, d'ailleurs, vous voyez, on retrouve NVIDIA, Intel, etc. Avec des actions quand même assez réputées, il arrive à faire 8% de performance, alors qu'un fonds d'investissement géré par des humains fait 1% de performance. Donc ça, j'y reviendrai. On s'aperçoit maintenant que ChatGPT peut vraiment vous aider à performer dans la finance avec votre portefeuille. Ici, on appelle ça surperformer. Donc ChatGPT a surperformé les grands fonds d'investissement anglais traditionnels. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Ici, vous avez aussi une nouvelle intéressante sur l'Europe qui met en place, l'Union européenne qui met en place une régulation sur l'intelligence artificielle, et ça inquiète réellement. Vous voyez qu'il y a des serious concerns sur les top compagnies européennes. Alors, quelles sont ces top compagnies européennes? Je vous les ai identifiées. Vous avez Siemens ici, vous avez Carrefour, vous avez Renault, vous avez Airbus. Vous voyez que c'est pas des petites boîtes, on va dire, qui interpellent l'Union européenne pour dire surtout faites attention. Si vous régulez trop fortement l'intelligence artificielle, on va être dépassé par la concurrence mondiale.
Aujourd'hui, ça y est, vous vous souvenez, à l'époque, Poutine disait celui qui maîtrise l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. C'était un peu comme ça dit à l'emporte-pièce. Mais effectivement, on voit bien que ceux qui maîtrisent l'IA pourraient maîtriser effectivement un grand pan de l'industrie, pourraient prendre un avantage concurrentiel sur leurs concurrents. Vous avez même Yann Lequin, qui est le français le plus connu dans l'IA, qui a été chez Meta, je crois qu'il est toujours chez Meta, et qui a dirigé l'intelligence artificielle chez Facebook. Et vous voyez, les entreprises interpellent l'Union européenne, ici, voilà, le Parlement européen, pour leur dire attention, si vous régulez cette intelligence artificielle, on va perdre du terrain. Vous avez Sam Altman, qui est le fameux CEO, alors non pas de ChatGPT, mais il est CEO de OpenAI, qui est le concepteur de ChatGPT, qui depuis longtemps dit si l'Union européenne régule trop fort, alors on s'en ira de l'Union européenne et on laissera l'Europe à son destin et ils iront vers d'autres contrées, certainement évidemment déjà les États-Unis qui sont très favorables à l'IA. Donc voilà, ça c'est à suivre de près. Je vous amène maintenant pour terminer cette vidéo sur, vous le savez, un outil de finance décentralisée que j'aime bien, c'est pour vous faire toucher du doigt un peu la puissance de la finance décentralisée. Ici, je vous amène sur un protocole, donc un protocole c'est ici qui s'appelle AAV, un protocole c'est un outil, c'est une application décentralisée qui est bâtie sur une blockchain qui s'appelle AAV, AAVE, que vous trouvez sur aav.com et qui vous permet ici, vous voyez, de déposer de la crypto-monnaie. Donc là, j'ai déposé de l'Ether. Donc j'ai déposé 0,5 Ether, ce qui fait à peu près 1000 € au cours du jour. Donc je les dépose, je les bloque dans AAV, dans le site web AAV. Et une fois qu'ils sont bloqués, AAV me propose d'emprunter de la crypto-monnaie. Le grand avantage, ça va être d'emprunter, pour moi, j'imagine, évidemment du DAI, c'est-à-dire un stablecoin. Un DAI égale 1 $. Et je vais pouvoir, avec cet argent, l'emprunter, le mettre dans mon wallet. Et puis, je vais pouvoir acheter des choses. Donc, soit j'achète à nouveau de la crypto-monnaie, parce que je crois que le marché va être haussier, par exemple, ou tout simplement, j'ai besoin d'argent dans la vie réelle. Donc, j'emprunte du DAI, je vais l'envoyer sur mon exchange, ici. Donc, par exemple, je vais l'envoyer sur Kraken. Et puis, Kraken, je vais vendre ce DAI pour des euros. Je vais mettre mes euros sur mon compte en banque. Je vais faire ma dépense dans la vie réelle. Et puis, je vais rembourser tous les mois, mettons 50 € par mois, je vais rembourser le protocole ici AAV pour petit à petit me libérer de cette dette en crypto, en stablecoin. Donc, je vais déposer ici 50 € par mois jusqu'à ce que tout mon emprunt soit remboursé. Et une fois que tout mon emprunt sera remboursé avec les 50 € qui sont là, attendez, j'essaie de faire le symbole euro. Une fois que j'aurai remboursé ces 5 mais mon symbole euro n'est pas terrible, enfin, je vais le refaire mieux, 50. Je fais ça à la palette graphique, alors évidemment, c'est pas terrible. Bon bref, une fois que j'aurai remboursé ces 50 €, ici, je vais pouvoir libérer mon Ether, c'est-à-dire mes 0,5 Ether vont pouvoir être libérés et je vais pouvoir les récupérer sur mon wallet. Donc, vous voyez, comme je peux, comme un emprunt bancaire, déposer une garantie, prendre de l'argent, l'utiliser et puis rembourser petit à petit pour récupérer ma garantie. Voilà ce que permet le protocole AAV. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Ça m'encourage à continuer de vous informer de cette façon-là. À ciao, bye.